À 33 ans, Anthony Joshua, c'est 27 combats chez les pros, dont 12 pour un titre de championnat du monde. En 3 ans, il va chercher et unifier 3 ceintures mondiales. Bientôt 10 ans de carrière. Joshua est l'un des boxeurs les plus célèbres, riches et talentueux de notre génération. La dernière fois qu'on l'a vu sur un ring, il était le grand perdant et surtout le mauvais perdant. Lorsqu'il prend le micro pour nous expliquer quoi finalement? Tout le monde l'a déjà oublié. Mais l'image qu'il va nous laisser gâche presque une carrière sans tache. Je pouvais pas finir l'année 2022 sans revenir sur Anthony Joshua. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais vous dire qu'on n'a pas déjà dit en fait? Il y a presque 3 ans, je vous sortais une vidéo intitulée « Le boxeur le plus influent du monde ». Je parlais, bien évidemment, d'Anthony Joshua, mais plus du côté marketing, autour de l'image du boxeur. Sur cette chaîne YouTube, on a analysé les victoires de Joshua, ses défaites, on a décortiqué toutes les infos qui sortaient autour de son nom. En juin 2019, je sortais même une vidéo sur un potentiel combat entre Joshua et Deontay Wilder. L'Américain était alors champion WBC. Ça fait presque 4 ans qu'on attend ce combat. En mars 2020, nouvelle vidéo de ma part, avec quasiment la même thématique. Sauf que j'avais remplacé Deontay Wilder par le nouveau champion du monde WBC, Tyson Fury. Mars 2020. Ça fait presque 3 ans. Vous le sentez, ce goût d'inachevé quand on parle de la carrière d'Anthony Joshua. Et je vais même vous dire, j'ai un peu peur que dans 10-15 ans, quand on reviendra sur sa carrière, on sorte « Ouais, Anthony Joshua, c'était un bon boxeur, il n'y a rien à dire. Mais il n'a pas affronté les meilleurs de sa catégorie. Et pourtant, quelle carrière! C'est vrai, je vais pas te mentir. Tu me connais, depuis des années que tu me suis, je suis pas un supporter de Joshua. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais le défendre. Et je vais même te dire comment il pourrait un peu redorer son image, redorer son blason. Mais avant ça, il faut qu'on revienne aux origines de cette histoire. Je vais tout vous raconter sur Anthony Joshua. Anthony Joshua n'est pas un boxeur né. Je veux dire par là qu'il n'est pas né dans un milieu de boxeurs, dans une famille de boxeurs. Il va même découvrir la boxe sur le tard, vers ses 18 ans à peu près. Mais Joshua, c'est un super athlète et on sait qu'il va s'essayer à plusieurs disciplines et dans quasiment toutes, il est performant. Son corps d'athlète que tu connais aujourd'hui, sache que depuis toujours, le gars, c'est une force de la nature. C'est un poids lourd né et donc très rapidement, il va être performant en boxe anglaise. Joshua n'a pas énormément de combats en amateur, mais il va participer aux plus grands tournois et rapidement, il va gagner des titres. D'ailleurs, en 2011, Joshua a 22 ans lorsqu'il arrive en finale des championnats du monde amateur qui se déroulent à Bakou, en Azerbaïdjan. Finale qu'il perdra contre le boxeur Magomed Rasoul Majidov, qui est azerbaïdjanais. Pour la petite info, Majidov, il ne passera professionnel qu'en 2019, à l'âge de 32 ans. En 2019, juste avant une pandémie mondiale. Bien joué le timing. Il faut savoir qu'il va enchaîner 3 combats, 3 victoires par KO, et puis il va se faire arrêter en 2021 par un boxeur russe beaucoup plus expérimenté que lui, qui va le mettre KO en un round. Ce qui est assez drôle, c'est que les 2 boxeurs n'ont plus boxé depuis et qu'ils sont aujourd'hui inactifs. Voilà, c'était la petite histoire dans l'histoire. Reprenons l'histoire d'Anthony Joshua. Avec cette médaille d'argent, Anthony Joshua va s'assurer une qualification pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rappelez-vous que dans la dernière vidéo du vendredi, où je parlais de Joe Joyce, je vous disais que je ne savais pas comment ils avaient choisi entre Joe Joyce et Anthony Joshua. Et ben voilà, maintenant on a la réponse. Avant de parler des Jeux Olympiques et de la suite de la carrière d'Anthony Joshua, on va s'arrêter 2 minutes sur une partie un petit peu plus sombre de son histoire. Car Anthony Joshua était à 2 doigts de passer à côté de tout ce qu'on va raconter dans la suite de cette vidéo à cause de conneries de jeunesse. On sait que lorsqu'il avait la vingtaine, il s'est retrouvé derrière les barreaux sans trop savoir les raisons. En 2009, il est placé en détention provisoire. Et Joshua a toujours été un peu évasif sur le sujet, mystérieux. Il a fait des conneries, des bagarres, mais on ne sait pas vraiment quoi. Pour cette première condamnation, il se retrouvera avec un bracelet électronique et donc il va pouvoir rapidement reprendre le cours de sa vie. Mais en 2011, suite à un excès de vitesse, il se fait arrêter. Et là, on retrouve
un peu de drogue, des médicaments, bon bref, tout ça est passé comme quoi il allait peut-être faire de la revente. Bref, c'est un peu chelou, mais à ce moment-là, il risque 14 ans de prison. Joshua se retrouve immédiatement suspendu de l'équipe britannique de boxe. Puis bizarrement, il va plutôt bien s'en tirer. Il va se retrouver avec une petite condamnation à faire des travaux d'intérêt généraux, tu sais, voilà, de bosser à droite à gauche, mais de ne pas être payé parce que en gros c'est à punition. Mais il va bien s'en tirer, quoi. Et puis par la suite, tu sais qu'il va réintégrer l'équipe parce que il va devenir médaille d'argent au championnat du monde, et puis après, carrément les JO, et puis là, il va devenir médaille d'or. C'est un peu discuté, mais à l'époque, il faut savoir que c'était un autre système de pointage, et donc même s'il est en retard dans le combat quand tu le regardes, parce que c'est vrai que même s'il est plus précis, plus technique que son adversaire, c'est lui qui prend plus de coups nets. Et donc il affronte un Italien, mais au final, c'est Joshua qui gagne, parce que, comme je te disais, c'était un système de pointage, donc il va rattraper les points, puis après, je sais pas, il a un bonus, bref. J'ai rien compris, mais bon, c'était une autre époque, les JO, et il gagne cette finale, ok? Et suite à ça, il va même être récompensé en étant élu membre de l'ordre de l'Empire britannique. Attention les oreilles. Tout ça pour service rendu à la boxe. Donc, revenons à ces histoires de condamnation, prison, patac ou fin. Moi, j'ai deux options. La première option, c'est que c'était des broutilles et qu'il entretient le mystère autour de cette histoire parce que, tu sais, ça fait vendre du papier. Ça fait un peu passer pour le boxeur qui était un gangster. Ma deuxième option, c'est peut-être celle-là qui est vraie, j'en sais rien, c'est que à ce moment-là, il était protégé par certaines personnes qui ont su le sortir, l'extirper de ses problèmes, et peut-être des personnes qui ont vu en lui le potentiel talent qu'il était, le potentiel futur champion du monde des poids lourds. Si c'est ça, les personnes ne se sont pas trompées. Je te laisserai dire en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Et maintenant, on va passer au chapitre suivant. Joshua arrive chez les professionnels. En juillet 2013, Joshua va signer avec Matchroom. Matchroom qui appartient à Eddie Hearn, le promoteur de boxe. À cette époque-là, Eddie Hearn, il n'est pas aussi connu qu'aujourd'hui, et je pense très sincèrement que si Eddie Hearn est aussi célèbre aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cette signature de 2013. En octobre 2013, on organise les grands débuts d'Anthony Joshua à l'O2 Arena de Londres. C'est une belle soirée de boxe dans laquelle il y aura un championnat du monde, des championnats internationaux, même des championnats nationaux. Bref, c'est une super belle soirée et il y a de la pression sur les épaules de Joshua parce que dès qu'il entre sur le ring, big bande-annonce, le champion olympique, peut-être le futur champion du monde des poids lourds. Vraiment, ils ont fait le truc, ils ont mis le paquet les Anglais, vraiment ils ont mis le paquet. Donc, belle pression sur Joshua. Il va réussir son entrée chez les professionnels avec un KO dès le premier round sur Emanuele Leo. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce combat à part que Joshua, il a une maîtrise technique qui est largement supérieure à celle de son adversaire. On voit aussi une puissance de frappe qui est assez remarquable. Et on peut distinguer un petit côté mauvais chez Anthony Joshua, un petit côté vicieux. Le cruel Broly demande à sortir de sa cage. En mai 2015, on notera que Anthony Joshua va arrêter Kevin Johnson, un boxeur qui avait tenu 12 rounds contre des boxeurs comme Vitaly Klitschko, Derek Chisora ou encore Tyson Fury. Mais cette année-là, le combat qui retiendra notre attention, c'est celui contre Dillian Whyte. Ah, ce combat, c'est une régalade. Tu sais quoi, si tu ne connais pas du tout Anthony Joshua, ou en tout cas que tu as vu très peu de ses combats, sache que celui-ci, il faut commencer par là. Ça va être un combat électrique, ça va être un combat plein de bagarres, de bastons et de grandes patates qui partent dans tous les sens. Et Joshua va même se faire cueillir, il va se faire toucher. Il va pas être envoyé au tapis. Attention, Joshua ne va pas au tapis. Mais on a eu une petite frayeur. On a eu une belle frayeur. Il va bien se remettre dans le combat et au final, il va gagner avec un superbe KO. Et c'est là qu'on arrive à avril 2016, la première chance mondiale d'Anthony Joshua, où il va battre Charles Martin. Comment vous dire? C'est un titre qui arrive sur un plateau. Clairement, Joshua va devenir le nouveau champion IBF, mais Charles Martin ne restera jamais dans la petite histoire de la boxe poids lourd. Mais en tout cas, l'histoire retiendra qu'à compter de ce jour, Anthony Joshua est champion du monde. Un an plus tard, en avril 2017, Joshua va tenter de s'emparer d'une seconde ceinture. Une ceinture qui sera mise vacante lors de son combat contre Vladimir Klitschko. Alors certes, c'est un Klitschko qui est à la retraite depuis un bon petit moment. Certes, c'est un Klitschko qui est âgé. C'est un Klitschko qui reste sur une défaite contre Tyson Fury. Mais c'est Vladimir Klitschko!
Non, 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 attention les gars, attention, c'est quelqu'un. Et l'affiche nous est vendue comme telle. Et le combat va tenir ses promesses. Ça va être un superbe combat et à la fin, il sera remporté par Anthony Joshua. Je sais que c'est un combat qui est bien connu, qui a marqué beaucoup d'esprits. Je pense qu'on se souvient tous dans quelles conditions on a vu ce combat. Et tu vois, s'il y a un deuxième combat à rajouter à ta liste des combats à voir pour Joshua, après Dillian Whyte, va voir le combat contre Vladimir Klitschko. Et ce combat-là, j'aimerais revenir sur quelques séquences particulièrement marquantes et très intéressantes à décortiquer. Commençons par tous ceux qui vont dire que Joshua n'a pas de menton. Combien de fois on l'a entendu celle-là? Joshua, il n'a pas de menton, il n'encaisse pas. Bon ok, Joshua n'aura jamais le menton d'un Evander Holyfield. C'est vrai, mais regardez-moi ça. Non mais là, il encaisse quand même la droite de Vladimir Klitschko. C'est pas rien les gars, c'est pas rien. Donc quand même un petit peu de respect sur son menton. Mais c'est pas sur ça que je voudrais m'attarder. Tout à l'heure, je vous disais que Joshua est un athlète né et qu'il a une condition physique exceptionnelle et notamment une masse musculaire hors norme. Et bien vous allez voir que dans ce combat-là, ça va lui faire défaut. Ici, Joshua va commencer le round lancé comme une fusée et il va mettre une superbe combinaison de coups à Vladimir Klitschko. Et quand Jojo a touché, il est très bon finisseur. Alors Vlad va se retrouver au tapis. Et je ne sais pas par quel miracle Vladimir va résister face à l'orage. Et là, contre toute attente, c'est Joshua qui se retrouve en difficulté. Il semble complètement asphyxié. Il finira même le round au bord de l'épuisement. Ça ne manque pas, au round suivant, Joshua se retrouve sur les fesses. Rassure-toi, Joshua va finir par remporter ce combat-là par un KO éblouissant, et ce combat sera même élu combat de l'année par Ring Magazine. D'ailleurs, cette année 2022, quel est ton combat de l'année? Ce que je voulais te montrer par cette séquence, c'est au-delà de la boxe, voilà, de l'analyse de la boxe, de voir que tous les deux, c'est quand même des boxeurs qui sont expérimentés, qui sont techniques, qui sont précis dans les coups qu'ils mettent, dans les combinaisons qu'ils mettent. C'est pas de ça dont je voudrais te parler. Que c'est deux gros punchers qui s'affrontaient aussi. Vladimir Klitschko, c'est l'un des plus gros punchers qu'on ait connu dans le monde de la boxe poids lourd. Et Joshua, il fait partie aussi des plus gros punchers. En tout cas, de cette génération. Mais ce que je voulais te montrer par là, c'est que Joshua, avec sa condition physique hyper musculeuse, eh ben, il a tendance à perdre son énergie au fil des rounds. Et il faut qu'il gère ça. Souvent, on le sent chercher un second souffle. Et c'est principalement dû à cette condition physique. Les mecs hyper volumineux, comme ça, avec beaucoup de masse musculaire, ne sont pas conditionnés pour avoir un super cardio. Okay, et ça, on le ressent dans les combats de Joshua. Cette masse musculaire, elle lui pompe tellement de sang, elle demande à son cœur tellement de travail pour alimenter tout ça. C'est 100, je sais pas, on va dire 113 kilos de muscles. C'est compliqué à gérer quand tu as 12 rounds de cardio, tu vois, d'efforts en continu. Non, c'est compliqué. Et là, on a clairement vu que ça pouvait mettre Joshua en condition. Moi, je trouve que Vladimir a un physique, dans ce combat-là en tout cas, plus adapté à un boxeur qui doit tenir 12 rounds. C'est-à-dire qu'il est costaud, c'est un poids lourd, c'est un vrai poids lourd, mais il semble beaucoup plus fin. Et dans tout le combat, on ne le verra pas chercher comme ça un second souffle, comme on l'a vu chez Joshua. Et ça, on va le voir assez souvent dans la carrière de Joshua, par la suite. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Reprenons le cours de son histoire. Joshua s'empare d'une deuxième ceinture. Okay, il vient d'unifier son titre IBF au titre WBA. Et au bord du ring, on a un autre champion du monde qui commentait le combat. Deontay Wilder, champion du monde WBC depuis 2015 et qui a déjà 5 défenses de titre à son actif. À ce moment-là déjà, on rêve de voir les deux boxeurs s'affronter. Mais Anthony Joshua va se diriger vers une autre ceinture. Joseph Parker, un boxeur néo-zélandais, détient le titre WBO. Une ceinture qui était vacante et qu'il a obtenue en battant au point, en décembre 2016, un dénommé Andy Ruiz. Mais on en reparlera plus tard de celui-là. Et nous voilà en mars 2018, Joshua va s'emparer
d'un 3e titre de champion du monde en battant Joseph Parker. C'est un combat qui ira au point, c'est pas le plus beau combat de la carrière de Joshua. Disons que Joseph Parker, à ce moment-là, il s'est contenté de devenir le premier boxeur à aller à la limite contre Anthony Joshua. On aurait dit que ça lui suffisait, et en soi, c'était déjà pas mal, mais bon, c'est un peu dommage, ça ne nous a pas donné un très grand combat. Il fait pas partie des combats que je te demande d'ajouter sur ta liste. Mais en tout cas, Joshua a maintenant 3 ceintures, IBF, WBA, WBO. Et là, il y a un combat que je t'invite à regarder. On est en septembre 2018, et Joshua va affronter Alexander Povetkin. Et c'est pas le combat qu'on va forcément citer quand on va parler d'Anthony Joshua. Quand on va dire, ouais, les plus beaux combats de Joshua, beaucoup de gens vont dire, ouais, Dylan White, ouais, Klitschko, par la suite Usyk, on va dire, voilà, c'est ces combats-là qui les ont marqués. Mais pour moi, le combat où Joshua a la meilleure attitude, une vraie attitude de champion, il est agressif, il a les mains hautes, il vient au contact, il travaille bien avec son bras avant, il cherche à placer des combinaisons qui font mal, c'est contre Povetkin. Et Povetkin, les gars, Povetkin, c'est pas n'importe qui. Povetkin, dès les premiers instants du combat, il pète le nez à Joshua. Joshua, il doit faire le combat avec un nez éclaté. Non, franchement, c'est un combat que j'aime beaucoup. Certes, Povetkin, il est en fin de carrière, mais il propose une opposition à Joshua, et puis Joshua donne du combat, il donne du spectacle, et ce KO, il va le chercher. En plus, le KO, il est super beau, donc vraiment, allez voir ce combat-là, c'est un de mes préférés. Pas dans le combat dans son ensemble, tu vois, c'est pas le plus spectaculaire des combats de Joshua, il y en a des meilleurs, mais dans l'attitude de Joshua, c'est celui où je le trouve le meilleur, le plus convaincant, c'est celui où je le préfère. Voilà, c'est mon petit coup de cœur perso. Et maintenant, nous allons attaquer le prochain chapitre, car quand tout se passe bien comme ça, il y a forcément une merde qui arrive. On arrive en juin 2019. Anthony Joshua, pour la première fois de sa carrière chez les professionnels, va quitter l'Angleterre pour aller combattre au Madison Square Garden de New York. Il devait affronter Jarrell Miller. Ce dernier va être contrôlé positif à de multiples reprises et donc le combat est annulé. Et là, un certain Andy Ruiz se propose pour le remplacer. Il va tout simplement envoyer un message à Eddie Hearn, le promoteur de Anthony Joshua. Eddie, il a vu le message, il a vu la tronche du Mexicain, il s'est dit, oh, avec sa tête de bébé là, un mois avant le combat, en plus c'est sûr, il n'est pas préparé, c'est quoi son palmarès? Bon, c'est vrai, il a un bon palmarès, il a perdu contre Joseph Parker, Joseph Parker, on l'a battu avec un gant dans le pif, ça va le faire. Allez, vas-y, on accepte, allez viens Andy, viens, on est gentil, on te donne ta chance, on est généreux. Quelle erreur ils ont faite. Là, on arrive dans la partie la plus connue de notre histoire. Et si jamais tu fais partie de ces gens qui ont oublié qu'il y avait une vie avant le Covid, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Ruiz va taper Joshua. Non, pardon. Ruiz va tabasser Joshua. C'est un choc. C'est la surprise de l'année. C'est un moment magique, absolument fou, comme on n'en ressent que dans le sport. C'est incroyable. À ce moment-là, on se met tous à manger des sneakers parce qu'on veut ressembler au nouveau champion du monde unifié, parce que Andy Ruiz a récupéré les 3 ceintures. C'est le hold-up de l'année. Mais 6 mois plus tard, Joshua va remettre les pendules à l'heure. La revanche est organisée, Joshua va se débarrasser du petit Mexicain qui est arrivé hors de forme. Je vous refais pas l'histoire, tout le monde est au courant. Là encore, si tu dois aller voir un combat, va plutôt voir le premier combat contre Andy Ruiz. Le deuxième n'est pas très intéressant, c'est un combat plutôt tactique, technique, qui va être largement dominé par Joshua. Il n'y a pas vraiment d'excitation, de spectacle, il fallait le voir en direct. Parce que quand tu connais le résultat final, il n'y a pas vraiment d'intérêt à revoir ce combat. Alors que le premier, même quand tu connais le résultat final, il est tripant. Bon, Joshua en tout cas, il est redevenu champion du monde. Donc même si le combat il n'est pas flamboyant, il rajoute une petite ligne à son palmarès. Être devenu champion du monde 2 fois dans sa carrière. Les gagnants écrivent l'histoire, les gars. En tout cas, à partir de ce moment-là, c'est le Covid et c'est un peu le bazar dans le monde de la boxe. Et Joshua va quand même revenir en fin d'année 2020 et il va affronter Kubrat Pulev qui à ce moment-là a 39 ans. Pareil, c'est pas du tout un combat qui restera dans nos mémoires. Et disons que voilà, c'est un petit combat d'entre-deux, histoire de remettre les titres en jeu. Et Joshua va assez tranquillement conserver ses titres.
Il faudra attendre 9 mois avant de revoir Anthony Joshua sur un ring. Pour un combat assez intéressant, du moins l'affiche est plutôt attractive, Anthony Joshua contre Alexander Usyk, un boxeur ukrainien qui a détenu toutes les ceintures dans la catégorie inférieure, la catégorie des lourds légers, et surtout qui était médaillé olympique sur les mêmes JO que Anthony Joshua. Donc tu vois, l'affiche, franchement, elle est belle. Mais on va faire une petite pause, les gars, à ce moment de l'histoire. On va faire un petit break, là. Avant que le combat soit signé entre Joshua et Usyk, il y avait autre chose dans les coulisses de la boxe qui était en train de se tramer. Parce que Tyson Fury, qui début 2020 a tapé Wilder, a tabassé Wilder. Non, il lui a roulé dessus à Wilder. Team C à la vie. Mais là, on s'est fait rouler dessus, les gars. Donc c'était début 2020, donc juste avant la fin du monde. Donc après, il y a la fin du monde, tout le bordel et tout, ok. Allez, on oublie tout, tu vois. Mais depuis début 2021, il y a des grosses négociations entre Tyson Fury et Anthony Joshua. On parle même de lieu, on parle de date. On est tous super chauds en disant que oh, c'est bon, le combat il va se faire. J'avais même fait une vidéo en mode ça y est, le combat est signé et tout, un truc de ouf, on l'annonce. C'était la grosse annonce. On était tous là, on attendait juste le moment où ça y est, ils nous allaient dire enfin, voilà, c'est telle date, tel endroit. Vous connaissez les bails. Mais on était tous sûrs que c'était bon. Et finalement, Tyson Fury est obligé de faire un 3e combat contre Wilder. Il est forcé contractuellement de faire un 3e combat. Et du coup, Anthony Joshua va se retourner vers Alexander Usyk. Donc ce combat, en vrai, même si c'est une belle affiche, on n'est pas super excité. Parce qu'on espérait Fury-Joshua. À ce moment-là, c'était le moment où vraiment on était le plus chaud pour l'avoir. C'était là qu'on le voulait. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Non, vraiment, si tu connais pas la suite, là, tu forces, gars. Bon, je vais te la résumer. Usyk va jongler avec Joshua pendant 12 rounds. Fury, Wilder vont nous faire un combat digne de 2 équipes de rugby qui se tabassent dans le bistrot du village. Voilà, c'est le résumé. En gros, c'était ça. Non, Fury Wilder, excusez-moi, c'était pas de la boxe. Hein. C'était de la bagarre, de la baston. C'était du bark knuckle, mais avec des gants de boxe. Faut arrêter les bêtises maintenant. Et Usyk Joshua, on a tous vu. On a tous vu Usyk. Il a appris la boxe à Joshua. Donc on en est là. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit bilan de l'année 2022 de Jojo. Et franchement, elle est compliquée. Donc en 2022, Joshua se fait prendre tous ses titres par l'Ukrainien, qui suite à ça, part en guerre contre la Russie. Alors Eddie Hearn, je vous rappelle, promoteur de Joshua, il bataille sévère pour pouvoir obtenir le combat revanche. Parce que oui, encore une fois, contractuellement, on est obligé de faire un combat revanche quand on a battu le champion. Parce que le battre sur le ring, ça ne suffit pas. Il faut un combat revanche. Il faut 2 combats pour récupérer les ceintures. Donc Eddie Hearn, il bataille pour obtenir le combat revanche. C'est compliqué. Mais l'Ukrainien, il accepte. C'est magnifique. Eddie Hearn, il se dit, c'est bon, je vais récupérer mes précieuses ceintures. Elles vont revenir à moi. C'est pas possible que Usyk gagne ce combat revanche. C'est pas possible. Le mec, il est parti faire la guerre. Pendant que Joshua, il s'entraînait sec. Pendant que Joshua, il se remettait en question, il est allé voir des entraîneurs à travers le monde, il a fait le tour des salles, il sait quelle est la clé pour battre Usyk. Il s'est fait avoir une fois, mais pas 2. C'est impensable qu'il perde une nouvelle fois. Et donc, le combat est organisé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Rebelote, Usyk, pendant 12 rounds, est insaisissable pour Anthony Joshua, et il va encore une fois gagner largement au point. Et là, c'est l'impensable. C'est tellement l'impensable que Joshua y craque. Il pète un câble. Il se dit mais comment comment D'où il a encore gagné. Il chope le micro et il nous sort connerie sur connerie après sa défaite. Voilà sur quelle image Joshua va nous laisser. Sur cette image d'un boxeur frustré, capricieux, un gros bébé cadom de 113 kg de muscles, un gros mauvais perdant. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport. On en a eu des mecs qui craquent. Attendez, moi, comme je vous le dis, je suis un supporter de Deontay Wilder. Deontay Wilder a fait bien pire. Ah oui, je peux pas cracher sur Anthony Joshua quand tu vois que Deontay Wilder, il a parlé de complot, de gants, de boissons, de trucs. Tout le monde était contre lui. Non, lui aussi, il a craqué de ouf. Hein. Il est allé fumer des joints dans le désert en faisant des danses vaudou pour essayer de se remettre. On a vu pire. Donc, on peut pas critiquer Joshua pour ce qu'il a fait. Par contre, il nous laisse sur cette image. Et là, ça fait 4 mois qu'on n'a plus de nouvelles de lui. En tout cas, plus de nouvelles d'un potentiel retour. On ne sait pas ce que Joshua va faire par la suite. Et surtout que cette année, elle est dure pour lui. Parce que quand on regarde le top 5, les boxeurs qui sont autour de lui dans les classements, parce que Joshua, il est encore très bien classé, malgré ses 2 défaites, c'est contre Usyk, c'est contre un super boxeur, donc il est encore très bien classé. Mais quand on regarde ce qu'ont fait les autres, là,
C'est inquiétant pour Joshua. Prenons 2 secondes pour voir un peu ce qui se fait à gauche, à droite, derrière, devant. Bon, Usyk, il a tapé Joshua. Donc lui, on le met sur le teco. Prenons Deontay Wilder. Après s'être fait rouler dessus 2 fois par Fury, donc il est mort, enterré, ils ont construit un building sur sa tombe, on se dit mais c'est bon, c'est finito Wilder. Il revient et il gagne par KO au premier round en arrachant la tête de Helenius. Incroyable, du Wilder. Donc le mec il est encore là. Le mec il dit je suis encore là, j'ai encore ça, et avec ça, tout est possible. Donc Wilder, encore présent, est revenu avec une victoire par KO. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il fait de mieux. Il est incroyable ce Wilder. Prenons maintenant Andy Ruiz, qui remonte la pente tranquillement de son côté. Alors certes, il n'est pas brillant, mais il gagne ses combats, et donc, il retrouve doucement la voie du succès. Il s'est remis un bon cadre de vie, une bonne hygiène de vie, il est bien entouré aujourd'hui. Franchement, Andy Ruiz, il fait son petit chemin tranquillou. Prenons Joe Joyce. Je vous rappelle que Joe Joyce, c'est la génération qui pousse la génération Joshua vers la retraite. Tu vois, il pousse. Joe Joyce, c'est un tank qui arrive lancé à la vitesse d'un TGV. Ah non, clairement, tu peux plus l'ignorer. Parce que tu l'entends, le Joe Joyce, qu'il est en train de défoncer des murs à la masse et qui se rapproche dangereusement de chez toi. Tu te dis, il n'y a pas un peu du bruit là derrière? C'est bizarre, j'entends un truc qui arrive. Ouais, c'est Joe Joyce. Et il vient pour tous vous défoncer. Donc, ça c'est inquiétant aussi, parce qu'il a fait une grosse année 2022, le Joe Joyce. Très très grosse. Je vous en parle dans la dernière vidéo, allez la voir si vous l'avez manqué. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ce qu'on a d'autre, c'est Tyson Fury. Tyson Fury, il a carrément remplacé Joshua dans le cœur des Anglais. Ouais, il a fait 2 énormes événements en Angleterre, il a rempli 2 stades, en battant, je vous rappelle, par KO Dillian Whyte et Derek Chisora. 2 super combats. 2 combats super éclatés. Super éclatés. Non, maintenant, attendez, on va se dire les choses. Fury, c'est quoi ces combats déséquilibrés? Parce que le Jojo, j'ai beau pas l'aimer, de toute sa carrière en tant que champion du monde, il nous a jamais servi une année aussi déséquilibrée que ce que nous a fait Tyson Fury. Sur le papier, ces 2 combats n'ont aucun sens. Il y aura toujours des gens pour me justifier. Oui, mais attends, le premier combat, l'autre, il était challenger depuis 10 ans. Je m'en bats les reins. Oui, mais attends, Derek Chisora, quand même, il n'y avait personne d'autre à mettre contre Tyson Fury. Il n'y avait personne d'autre. Tu vas me dire que tu prends tous les poids lourds, il n'y a personne d'autre qui est prêt à affronter Tyson Fury pour la ceinture WBC? Arrêtez vos excuses. Mais par contre, on dit rien sur Tyson Fury. Non, Tyson Fury, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Il est incroyable, c'est le plus grand poids lourd. Ah non, Jojo, il doit l'avoir mauvaise. Ah, ça doit être dur. Ah non, vraiment, force Joshua, parce que c'est une année difficile. C'est une année vraiment difficile pour toi. Il voit tout le monde qui est en train de faire la teuf, et lui, il est invité nulle part. Il est posé avec sa classe Ben & Jerry's, il a regardé la Coupe du Monde, il s'est dit, putain, les Anglais sont encore fait éliminer, par la France en plus. Non, on reste fiers à jamais. À jamais, d'accord? Moi, j'ai jamais lâché un perdant. Vous le savez. On reste fiers. Mais non, voilà. Non, Jojo, c'est dur. Ah, c'est dur, c'est une année compliquée. C'est une année compliquée. Le gars, il est pas bien, là. Hein. Il est au fond du gouffre. Mais il est riche, donc ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui propose à Jojo? Qu'est-ce qu'on lui propose? Alors que c'est la merde comme ça autour de lui, que Fury nous a fait la honte de la boxe. Mais non, mais attends, non, il est magnifique. Fury, il est magnifique, pardon. Je retire, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais me répéter, mais tout a déjà été dit sur Anthony Joshua. Il est beau, talentueux, puissant, technique. On l'a déjà dit. Il a eu certes une carrière facilitée par un très bon promoteur. Il a récupéré des ceintures alors que le travail avait déjà été fait lorsque Vladimir était tombé contre Tyson Fury. Ok, on le sait ça. Andy Ruiz a exposé au grand jour que le menton de Joshua était bien planqué en Angleterre. C'est vrai, on le sait. Joshua nous a montré que techniquement, tactiquement, c'était largement suffisant pour lui pour récupérer ses titres. Tout le monde était d'accord pour dire que Joshua, quand il a perdu contre Usyk, il aurait dû boxer avec plus de puissance, il n'aurait pas dû chercher à boxer le mec qui est impossible à boxer. Tout le monde s'accordait à dire que Joshua devrait changer d'entraîneur. Alors Joshua, il a écouté tout ça. Il a commencé à essayer de remanier son équipe, il a rencontré des entraîneurs à droite, à gauche. Et alors nous, on s'est empressé d'alimenter ça. Et de faire des sujets, Joshua change d'équipe, le nouveau Joshua est né. Alors ok,
Lors du deuxième combat, il y a eu du mieux. Mais franchement, Joshua nous a fait du Joshua. Arrêtons d'attendre un changement. Arrêtons d'espérer un miracle. Joshua ne redeviendra pas le combattant qui a affronté Dillian Whyte, le combattant qui a affronté Vladimir Klitschko. Puis d'ailleurs, a-t-il vraiment changé? Pas vraiment. Joshua a toujours plus ou moins boxé pareil. Certes, il a un peu évolué. Mais c'est juste que ce que Joshua faisait, ça passait contre Dillian Whyte. Ça passait contre Vladimir Klitschko. Après, il est tombé sur un Andy Ruiz qui l'a connecté. Voilà, il l'a connecté et Joshua ne s'en est jamais remis au fil des rounds. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans la boxe. Ça ne veut pas dire que ce que Joshua fait habituellement ne serait pas passé dans un autre contexte. D'ailleurs, par la suite, il a battu Andy Ruiz sans faire des changements faramineux. Il s'est pas transformé en autre chose. Broly, une fois que tu as vu le premier film, tu connais les suites. Ok, Joshua, il s'est fait battre techniquement par Usyk. Mais tu peux refaire le combat 15, 20, 30 fois, ce sera la même chose. Usyk battra Joshua. Alors arrêtons d'espérer une surprise. Arrêtons avec nos gros titres. Joshua entraîné par Roy Jones. Joshua entraîné par Lennox Lewis. Joshua entraîné par Lewis Hamilton. Stop! Stop! On va beaucoup trop loin. J'ai souvent pris du plaisir à regarder les combats d'Anthony Joshua. Pas tous, mais il y en a beaucoup que je revois avec grand plaisir. Joshua est un boxeur élégant, c'est un bon boxeur. Et puis surtout, il nous a signé des KO assez mémorables, assez extraordinaires. On aime Joshua pour ce qu'il est sur un ring, ce qu'il fait. Ça me va très bien comme ça. Joshua ne redeviendra peut-être jamais champion du monde de boxe. À moins que les titres soient à nouveau dispatchés, ce qui va sûrement arriver. Mais gardons le contexte actuel. Joshua ne redeviendra pas champion du monde aujourd'hui. Et ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est qu'en 2023, Joshua cesse de courir après des titres, mais qu'il aille nous chercher des noms. Et là, on a 3 très beaux combats que peut nous donner Joshua. Des combats pour l'histoire, des combats pour le peuple, des combats pour le panache. Les 3 noms que je vais vous proposer, je pense que vous les avez tous devinés. C'est bien sûr Joe Joyce. J'en ai fait un podcast pour expliquer toutes les raisons qui feraient que ce combat, il est lourd de sens. C'est peut-être même le combat qui a le plus de sens aujourd'hui. Mais encore, Anthony Joshua contre Deontay Wilder, ce combat, on l'attend encore. Ce combat, on l'espère encore. Aujourd'hui que tous les deux sont tombés, que tous les deux ont perdu, qu'ils n'ont plus de titre, faites-le ce combat. Allez-y. Donnez-nous ce combat, ce serait extraordinaire. On paiera pour voir ce choc-là. Et le 3e nom, Tyson Fury. Tyson Fury, même sans titre en jeu, même en combat d'exhibition, ils remplissent une salle pour faire ce combat-là. Joshua, donne-nous un grand combat. 1 ou 2 grands combats. Finis cette belle carrière sur un bouquet final. C'est tout ce que je lui demande. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire d'Anthony Joshua et comment il pourrait terminer sa carrière, parce que là, c'est vrai que sur ces dernières années, c'est un peu compliqué pour lui. Sur ce, les amis, je vous rappelle que j'ai 2 partenaires qui organisent des stages de boxe à l'étranger. Vous avez Boxing Culture qui organise des stages de boxe à New York. Je serai au prochain stage qui arrivera en juin. Donc si jamais vous voulez qu'on s'entraîne ensemble, allez-y, allez vous inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous avez des stages de boxe à La Havane, à Cuba, le pays de la boxe olympique, avec mon partenaire Glory Big Heart. Tout est dans la description de la vidéo. Je sais que maintenant, ils organisent même des stages un peu à la carte. Donc toute l'année, tu peux les contacter et t'organiser un stage sur mesure. Donc n'hésite pas à aller voir ça si tu es intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne pour minimum 2 € par mois, que tous les mercredis, je sors une vidéo spécialement pour les membres de la chaîne. Je vous retrouve dimanche pour la dernière vidéo de l'année. Après, je vais prendre une petite semaine de vacances et on se retrouve l'année prochaine pour parler boxe. Je vous dis à la prochaine. Fighting!